Oui, exactement. Le principe que vous soulignez, c'est que normalement, l'État démocratique, notamment l'État régalien, assure notre sécurité. Ça veut dire que aucun d'entre nous va se faire justice soi-même. On assure la sécurité par l'intermédiaire de la collectivité de l'État. Or, la difficulté qu'aujourd'hui ont tous les pouvoirs publics au niveau européen et plus globalement au niveau même occidental, c'est que l'État n'assure plus la sécurité des gens. Et donc, que se passe-t-il à ce titre-là? Deux choses. Soit les gens se font justice eux-mêmes, se rendent justice eux-mêmes, et de plus en plus, vous avez cela. Ça peut passer par le cas de règlement de compte, mais ça peut également passer par le cas d'attaques en solitaire. Soit les gens vont changer leurs pratiques, changer leurs habitudes. Nous, par exemple, on avait beaucoup travaillé sur la question des attentats terroristes. On voit que chez les jeunes notamment, de plus en plus de jeunes, on change leurs pratiques, notamment leurs pratiques de sortie, leurs pratiques dans les centres commerciaux, leurs pratiques quand ils sortent le dimanche après-midi, le samedi après-midi ou quand ils sortent le soir en soirée. Pourquoi? Parce qu'il y a cette crainte des attentats et il y a de plus en plus cette crainte de l'ultra-violence, des attaques au couteau gratuites, parce que celles-ci agissent en toute impunité. À partir du moment où l'État ne fait plus respecter l'ordre, alors vous avez une société qui change de fait. Et le problème, c'est que la démocratie ne suppose pas que l'on abandonne notre manière de vivre. Elle suppose justement que l'État prenne en charge notre sécurité, parce que sans sécurité, il n'y aura pas de démocratie. Et je le dis, la sécurité de nos enfants. En tout cas, il y a eu un délit pendant des années. Mathieu. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que quand vous dénoncez ça aujourd'hui, le fait que le déni politique amène des meurtres, vous êtes tout de suite taxé d'extrême droite, de facho, etc., comme la maire de Paris l'avait fait à l'encontre d'une élue des Républicains au Conseil de Paris, notamment Nelly Garnier, je pense à cette affaire-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le déni, ça crée de l'inaction. C'est-à-dire que vous n'agissez pas pour corriger le réel. Ensuite, après l'inaction, elle crée de l'impunité, puisque comme vous n'avez pas d'action judiciaire, policière, etc., alors du coup, les criminels récidivent. Et ensuite, après, la récidive crée des meurtres. Et donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des multirécidivistes aujourd'hui qui en arrivent jusqu'à tuer des gens. Et c'est ça le problème. Et c'est là où moi, je dis que le laxisme aujourd'hui, qu'il soit migratoire, qu'il soit judiciaire, tue. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui l'exemple de Philippines, et le cas de Philippines qui est dramatique, c'est qu'effectivement, comme l'a rappelé Arnaud, c'était quelqu'un qui était sous OQTF, c'était quelqu'un qui était venu par la voie des mineurs isolé à 17 ans, il s'était enfui d'un CRA, il a une OQTF, l'OQTF n'est pas exécuté, donc il y a bien un laxisme aujourd'hui migratoire sur cette question-là. Et puis vous aviez aussi un laxisme judiciaire puisqu'il était déjà passé devant la justice. Et à un moment donné, lorsque vous avez des peines encourues qui ne sont pas les peines exécutées parce que vous avez tout un système aujourd'hui qui crée de l'impunité, de fait, vous avez du laxisme qui amène la récidive, qui amène malheureusement le genre d'acte. Exactement, mais Vincent, vous parliez tout à l'heure. Là, on avait dit, il y a un an, on disait que déjà que la France tendait vers un narco-État. Un narco-État, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Un, effectivement, une prédominance affolante du narcotrafic à des niveaux qui sont démentiels. En France, il y a, selon l'OFDT, 250 000 personnes qui vivent du trafic de drogue. C'est plus que le nombre de salariés dans toute l'industrie de défense française, par exemple. Ça vous donne un exemple. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui un marché de la drogue qui représente entre 3 et 6 milliards d'euros de revenus. Le deuxième point, c'est la question de la corruption. Et là-dessus, effectivement, on n'y est pas encore au niveau de la France. On a des pans de l'administration qui sont corrompus pour partie, notamment dans les prisons. On parle de port, on parle des agents administratifs, agents de prison, voilà, très concrètement, c'est ça, mal payés. Parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont soumis à des pressions excessives de la part de narcotrafiquants et qui donc de fait font rentrer par exemple de la drogue dans les prisons. C'est quelque chose qui existe. En revanche, on n'est pas encore sur ce point-là de la corruption au niveau du Mexique. Quand même, il faut rappeler que le Mexique, c'est quand même 10% du PIB qui est lié à la criminalité organisée. On n'y est pas encore. Mais la France, dizaines de milliers de morts aussi. Exactement. Mais à force de dire qu'on n'y est pas, un jour on va bien y être. Non, mais la France commence à attendre, en tout cas sur le premier point du narco-État. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour cela qu'il faut un plan global contre le narcotrafic qui va être à la fois un plan de reconquête des fameux, vous parlez de quartiers, aujourd'hui il y a 1500 quartiers prioritaires de la ville qui sont gangrénés par le trafic de drogue. Ça va aussi appeler aussi à des ressorts au niveau diplomatique. Quelles sanctions diplomatiques, quelles interventions même éventuellement militaires on peut faire, comme les États-Unis avaient fait en Colombie. Est-ce qu'il faudra le faire aussi sur d'autres pays producteurs de drogue qui ne jouent pas le jeu aujourd'hui? Et puis aussi après, effectivement, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent Roy, qui me paraît un sujet essentiel, c'est quelle politique pénale? À partir du moment où vous ne faites pas une politique pénale en accord avec la question du narcotrafic, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez mettre les moyens que vous voulez sur la police, sur la justice.
la seule réponse, la seule clé, c'est la politique pénale. Il y a les prisons de haute sécurité, on pourra y revenir tout à l'heure, effectivement, Anne qui disait il y a des personnes qui sont dangereuses, qui sont terroristes, ce n'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux. Donc quelque part, le fait de les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. C'est totalement hallucinant, me semble-t-il, et ça montre une faiblesse aussi de la France si on accueille ces gens-là, pardonnez-moi. Oui, et puis même une stupidité de dire quelque chose comme ça, sachant qu'il y a eu d'innombrables attentats terroristes qui ont été fourmentés à partir des prisons françaises. Notamment les attentats de Charlie Hebdo, les frères Kouachi s'étaient radicalisés notamment en prison. Non, le problème qu'on a aujourd'hui, et je pense que tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous écoutent se posent cette question-là, c'est qu'on a un État qui marche sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'il privilégie la santé des criminels, et là en l'occurrence des terroristes, donc le crime le plus horrible qu'ils puissent imaginer, au détriment de la santé des Français. Quand vous voyez par exemple que l'État n'expulse pas des Tchétchènes au motif qu'ils sont en danger en Russie vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est quelque chose qui rend complètement fou. Le terrorisme tchétchène aujourd'hui tue de plus en plus dans notre pays. On a des gens qui sont radicalisés, on a des gens qui sont parfois des ultra-criminels et on ne les expulse pas en Russie sous prétexte qu'ils sont en danger chez eux. C'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Il faudrait que la France aujourd'hui ne rapatrie pas les djihadistes. Ces gens-là ont pris les armes contre la France. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis de la France. Point final. Et moi, je soulève une autre problématique qui me paraît encore plus dangereuse parce qu'aujourd'hui, on impose le rapatriement des enfants de djihadistes qui sont nés notamment en Syrie, par exemple. Il y a 1500, ou en Irak, 1500 enfants qui sont de djihadistes qui ont été rapatriés depuis 2019. C'est autant de bombes à retardement, pas toutes, on n'espère pas toutes, mais autant de bombes à retardement pour notre pays. Et moi, je suis très inquiet à l'idée qu'aujourd'hui, des jeunes qui sont radicalisés pour beaucoup dès le plus jeune âge, sachant que le ministère de l'Intérieur a dit là en 2023, la quasi-totalité des projets d'attentats démantelés étaient des projets d'attentats faits par des mineurs. Je suis très inquiet par l'idée aujourd'hui à l'idée qu'il y ait des bombes à retardement dans notre pays. Alors il y a cette question-là. Et de toute façon, la politique du Quai d'Orsay, Vincent Roy, pour le moment, c'est pense. Oui, en effet, ce que font aujourd'hui J.D. Vance, Elon Musk et Donald Trump, c'est qu'ils jouent ce que nous, on a appelé la seconde révolution conservatrice. Donc une bataille culturelle au niveau occidental, de retour, on va dire, d'une certaine vision de la société, justement basée davantage sur l'enracinement, donc avec effectivement un grand pan de la lutte contre le wokisme, qui est d'ailleurs un peu la nouveauté du programme Trump version 2024 par rapport à ce qu'il était en 2016. Et puis, évidemment, le Make America Great Again, donc en fait, le fait de faire des États-Unis une grande puissance avec un réarmement très fort sur les plans industriels, économiques, judiciaires et même moral. Et en fait, le point que soulèvent ces Musk, Vance et Trump aujourd'hui, c'est que l'Europe est désarmée d'un point de vue moral, parce qu'aujourd'hui, on a ce syndrome de l'étrange défaite, pour reprendre un peu l'expression de Marc Bloch, c'est-à-dire que les Européens, aujourd'hui, ont abandonné, nous c'est ce qu'on avait écrit dans un rapport il y a déjà plusieurs années de cela, ont abandonné la logique de puissance. Et à partir du moment où les Européens et la France abandonnent la logique de puissance, il est impossible de faire vivre une voix européenne, une singularité européenne et encore plus une voix française dans le concert des nations, parce qu'aujourd'hui, tous les États du monde ne respectent que le rapport de force. Et à partir du moment où nous, Français, Européens, on s'excuse d'être ce que l'on est, on est en incapacité de pouvoir exister dans le rapport de force. On en parlera là. Votre question, c'est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui deux France. Il y a une France qui joue le jeu, la France effectivement dont vous avez affiché le tweet, la France de Louise, la France de Thomas, la France d'Elias, etc. C'est une France qui joue le jeu et qui aujourd'hui se fait agresser par une France qui, elle, ne joue plus le jeu. Cette France qui ne joue plus le jeu, c'est la France des criminels, des racailles et des délinquants. Il faut le nommer comme ça. La réalité aujourd'hui que subissent aujourd'hui les Français, c'est l'explosion du niveau d'homicide. Alors effectivement, on n'est pas revenu au niveau d'homicide qu'il y avait il y a 50 ans, fort heureusement. Mais la société, normalement, les sociétés occidentales sont censées être pacifiées. Comment c'est possible aujourd'hui que depuis 2013, les homicides, le taux d'homicide a augmenté de 13% dans notre pays? De la même façon, comment c'est possible aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus d'attaques au couteau, des attaques gratuites, en toute impunité? Toutes ces questions-là, cette France qui joue le jeu se les pose et ces questions-là sont légitimes. Et donc, effectivement, je crains comme vous une révolte dans les prochaines mois. Des mères et des grands-mères. Mais on peut aussi...
Non, la difficulté que la France a, enfin, surtout la France par rapport aux autres pays européens, je pense que c'est encore plus vrai dans notre pays, c'est que déjà, en fait, on a une vision différente de la liberté d'expression par rapport aux États-Unis ou aux pays anglo-saxons, pour qui la liberté d'expression est la première des libertés et une liberté absolue. Nous, historiquement, on a toujours encadré la liberté d'expression, avec la loi Guesso, par exemple, avec la loi Taubira, par exemple. On a toujours fait ça. Mais le problème qui est soulevé aujourd'hui dans la France de 2025, la France d'Emmanuel Macron de 2025, c'est qu'aujourd'hui, on a judiciarisé à outrance la liberté d'expression, au point que, effectivement, les libertés les plus fondamentales, notamment de certaines chaînes d'information, de certains journalistes notamment, sont remises en cause. Parce qu'aujourd'hui, on a introduit, avec l'ARCOM notamment, une autorité administrative indépendante qui est là pour produire des normes, et des normes qui, de fait, la norme contrôle l'action des journalistes, contrôle l'action réglemente l'action des... Donc c'est une façon de limiter, et donc, effectivement, il y a un vrai sujet qui est posé sur la liberté d'expression en France, dans notre pays, beaucoup plus encore que dans le reste des pays européens, je trouve. Et c'est inquiétant. Mais J.D. Vance, finalement, est-ce qu'il ne rappelle pas simplement le rôle de J.D. Vance ? Oui, c'est pour ça. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a effectivement la question des ingérences américaines dans les partis politiques européens. Et ça, effectivement, c'est condamnable. C'est condamnable d'ailleurs que ce soit l'administration de Trump ou les autres administrations, notamment les administrations démocrates à l'époque. On sait très bien qu'il y a toujours eu des liens entre des partis politiques américains et, enfin les démocrates en l'occurrence, ou les républicains, avec des partis politiques en Europe. Et d'ailleurs, moi, je m'étonne beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui l'administration Trump, qui étaient les premiers à hurler à l'élection de Kamala Harris. Donc à un moment donné, faut être cohérent sur le sujet. Donc ça, c'est sur la question de l'ingérence. Ensuite, le deuxième point, c'est sur la liberté d'expression. Et là, effectivement, aux États-Unis, comme en France, comme dans le reste du monde occidental, en Europe, on a un vrai sujet avec une partie notamment de la gauche, il faut le dire, malheureusement, qui n'aime pas la liberté d'expression. Ah, bien sûr. Il y a une logique un peu totalitaire qui considère que dès lors que vous ne pensez pas comme eux, alors vous êtes dans le camp du mal, et donc effectivement, il faut vous faire taire. Et c'est pour cela qu'on arrive aujourd'hui à des dérives que je décrivais tout à l'heure en termes de liberté de la presse, notamment dans notre pays. Si on laisse aujourd'hui des gens qui considèrent qu'effectivement, fermer une chaîne d'information parce qu'elle pose des sujets qui vous dérangent, c'est quelque chose qui est normal, alors effectivement, vous avez un problème avec la liberté d'expression. Et donc, c'est normal aujourd'hui que des gens qui sont épris de liberté nous rappellent, entre guillemets, à l'ordre l'Europe, parce qu'aujourd'hui, on abandonne la liberté, alors que l'Europe est quand même un continent pionnier sur la question de la construction de l'idée même de la liberté, avec notamment la Grèce. Bien évidemment, avant d'entendre les